Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Les assises de la radio, deuxième session, alors que vous pourrez revoir, réécouter quand vous en aurez besoin ou quand vous en aurez envie. C'est aussi un des avantages finalement de la radio d'aujourd'hui, cette image, et c'est d'ailleurs de l'image dont on va parler au cours des prochaines minutes. Et plus exactement, on va tenter de répondre à cette, à la fois difficile question. L'avenir de la radio passe-t-il forcément par l'image ? Passe en tous les cas par de nombreux invités. C'est un plateau de qualité. Katia Sanero est avec nous, vous faites partie du PIA, c'est ça, c'est le, j'avais noté, c'est les producteurs indépendants du podcast. Le syndicat des producteurs indépendants de l'audio. Patrick Roger, je suis toujours ravi de vous retrouver. Vous êtes un fidèle du salon de la radio, des assises, de la fête de la radio. On vous voit sur l'ensemble. Voilà. Vous allez nous parler de l'image, de la place qu'a pris l'image dans les studios de Sud Radio. Voilà. Puis on ira faire un tour du côté de RTL, Fun Radio, RTL2 également avec Régis Ravanas. Hervé Béraud également d'Altis Média. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps qui est précieux, notamment en particulier cette semaine. Sybille Veil, présidente de Radio France. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Pierre Bélanger, qu'on ne présente plus, fondateur de Skyrock. Je vais poser la première question à Sybille Veil. Madame la Présidente, qu'est-ce qui est filmé à Radio France et surtout, qu'est-ce qui ne l'est pas et plus encore, qu'est-ce qui ne le sera jamais? Alors, bonjour à tous, tout d'abord, et un grand merci pour l'organisation de cette journée soutenue par l'ARCOM. Je pense que c'est important qu'on soit tous réunis pour parler de sujets qu'on a en commun et de parler de notre avenir. Et j'avoue que quand j'ai vu votre programme, j'étais étonnée de l'intitulé de cette table ronde. Dites-moi. Parce que si j'ai une conviction, c'est que l'avenir de la radio, c'est avant tout l'audio. Et que si on doit parler d'image, c'est plutôt comme un moyen de faire circuler le son. Et que le véritable enjeu, c'est quand même de se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, à savoir du son et de l'audio. Je vais quand même répondre précisément à votre question. Sur l'image, on a essayé de tester un maximum de choses à Radio France. Alors au début, dans des conditions qui n'étaient pas simples, puisque forcément quand vous êtes filmé, ça change la décontraction qu'il peut y avoir dans un studio. On a d'abord essayé de filmer en continu la radio, c'était le cas avec France Info, et on s'est rendu compte que ça rencontrait un usage assez limité, notamment quand c'est diffusé en continu, parce que la radio s'écoute plutôt qu'elle ne se regarde. Là, en revanche, on a vu que ça avait un vrai intérêt pour découper des séquences courtes et faire voyager les sons des interviews politiques, des chroniques humoristiques, des petits formats qui peuvent comme ça circuler dans les réseaux et constituer un peu des vidéos, ce qu'on appelle de snacking, donc des vidéos courtes. On a essayé ensuite autre chose qui a été fait avec beaucoup de succès par mon voisin juste à gauche, c'est-à-dire de faire des émissions communes radio-télé. C'est ce qu'on a fait avec France Info, c'est ce qu'on fait aussi avec France Bleu, où on filme pour une diffusion télévisée des matinales qui sont des rendez-vous importants. Et je pense que ça a beaucoup de sens pour un rendez-vous qui est un rendez-vous de prime, très important, puisque ça veut dire qu'il faut vraiment y mettre des moyens pour avoir une image de qualité, puisque dans ce cas-là, le média télé, en fait, quelque part, prend le dessus sur le média radio, puisqu'il faut avoir une qualité d'image qui soit forte. Donc, pour répondre à votre question, on a deux types de vidéos, les vidéos courtes qui circulent sur les réseaux, de la télévision qu'on essaie de diffuser à partir de programmes radio, et on continue d'expérimenter encore, parce qu'il faut qu'on continue d'innover, de s'en mettre en cause. On essaie de faire des émissions qui peuvent être en direct sur Twitch. On essaie de diversifier les contenus qu'on produit de manière... Des conférences, également des concerts. Des conférences et des concerts, mais avec, là, pour nourrir des images, encore une fois, qui sont diffusées sur Internet et qui permettent à chaque fois, dans une logique qui est plutôt de marketing, de faire connaître ce qu'on fait. Parce que je pense qu'avant tout, et c'est ce que j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer après,
La raison du succès de Radio France ces dernières années s'explique par le fait qu'on s'est concentré sur la modernisation de notre cœur de métier, à savoir la radio, le son, les émissions audio. J'oublie pas le fait qu'il faut qu'elles soient dans leur temps. Au contraire, on le fait en étant de plein pied dans les usages de l'époque. Mais je pense que c'est ça qui construit notre succès aujourd'hui. Pierre Bélanger, est-ce que vous partagez l'avis de Sybille Veil? Est-ce que, autrement dit, la radio, l'image sert ou dessert la radio? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous et merci de votre invitation. Notre métier, c'est la radio, donc effectivement, je partage ce qu'a dit Sybille. Maintenant, qu'est-ce que c'est la radio? La radio, c'est une présence sonore. Une présence, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est un accompagnement et ça veut dire que c'est au présent, c'est que ça se passe maintenant. Donc, ça rassemble des centaines de milliers de personnes, en tous les cas beaucoup de monde, parfois des millions d'auditeurs quotidiens, et c'est une puissance extraordinaire. Donc, cette présence sonore, elle est fantastique. Pourquoi? Parce que sa grande force, c'est qu'il n'y a pas d'image. Si je voulais être entendu, il faudrait que je dise un anglicisme, parce que sinon, ce serait pas crédible pour un auditoire francophone. Donc, c'est eye-free. Ça ne mobilise pas l'œil. C'est les yeux libres, la radio. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Dans le monde des écrans, voilà enfin le premier média, toujours, sur lequel il n'y a pas besoin d'écran. Ah ben ça, c'est magique. Ça, c'est fantastique. Donc, la richesse de pouvoir transmettre quelque chose de profond, de complexe, uniquement par la voix, c'est fantastique de le faire au présent et de le faire en accompagnement sans mobiliser l'œil. Donc ça, c'est l'extraordinaire puissance de la radio. Maintenant, dans quel environnement on se situe? On se situe dans un environnement où le poste radio stupide de jadis est devenu un terminal intelligent omnipotent. Donc, à ce moment-là, bien entendu, on va l'utiliser et on va faire autour de cet axe magique du son tout un écosystème et c'est un écosystème qui renvoie, et si je partage exactement ce que dit Sybille, puisque la réussite de Radio France dans cet environnement est phénoménale, c'est-à-dire d'avoir su créer, comme quelques autres aussi, mais d'avoir été pionnier dans le fait de créer chaque fois des segments qui correspondent et qui renvoient vers l'audio. Mais l'audio, c'est le king. Plus de vidéos, moins de magie, Pierre? Vous êtes d'accord avec cet aphorisme? Plus de vidéos, moins de magie? Bah, si vous regardez les vidéos de Planète Rap, j'ai pas du tout l'impression que vous manquez de magie. Vous êtes là dans des moments mythiques, historiques, incroyables, et qui ne sont possibles, et je le dis là devant le président de l'ARCOM, c'est qu'il y a deux pays libres pour la radio, c'est l'Italie et la France. Dans tous les autres pays, nous ne pourrions pas faire Skyrock. Donc, je veux dire, et nous ne pourrions pas avoir ces retransmissions en vidéo. Et c'est quand même très important de dire que la magie, elle est toujours là. Et je dirais, je rajouterais que quand je fais de la radio, je suis sous l'autorité de l'ARCOM, donc du droit français, donc de mon bulletin de vote. Quand je suis sur une plateforme où je me rediffuse, ben, je suis sous les conditions générales d'utilisation et j'ai toujours accès aux tribunaux de Californie si jamais il y a un souci. Donc, n'oublions jamais que notre liberté, elle vient d'être sous notre droit et que tout l'écosystème qu'on a créé peut s'arrêter du jour au lendemain. Nous l'avons signé dans les conditions générales d'utilisation. Le service peut être arrêté d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre, sans justification. Alors, vous pouvez toujours envoyer un mail à Dublin qui vous répondra, et un stagiaire sous un drapeau français sur une table à tréteaux dira en fait les mots qui seront les siens. Donc voilà, donc on a une extraordinaire liberté et on a eu la liberté de créer cet écosystème, mais cet écosystème-là, il est toujours sous le couperet d'autrui. Patrick Roget, merci d'être là. Vous sortez de la matinale de Sud Radio qui est maintenant filmée. J'ai regardé la chaîne YouTube de Sud Radio qui comptait il y a grosso modo, alors à gros trait, il y a 2 ans, quelques dizaines d'abonnés. J'y suis revenu en début de semaine, j'en ai compté 632 000. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que nous sommes à 650 000 abonnés qui nous regardent quasiment quotidiennement. Ensuite, c'est 20 millions de vidéos vues par mois, donc c'est énorme. Pour nous, c'est… Ce qui est énorme, c'est le grand écart entre l'année dernière et aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, et notamment à la faveur du confinement.
Pourquoi? Parce que nous, on a une stratégie qui n'est pas la même, évidemment, que les autres, que s'il y avait la Radio France ou même dans les autres stations où on a une diffusion nationale, en fait, avec beaucoup d'émetteurs. Nous sommes très limités. Nous n'avons que 70 émetteurs. Et donc, pour aller chercher des auditeurs sur la France entière à partir du moment où nous sommes une radio généraliste, on est obligé d'utiliser d'autres moyens en attendant d'avoir des fréquences, en attendant d'avoir le TAB qui se développe, une technique d'avenir. D'où l'utilisation, en fait, du numérique. Et le numérique avec notamment YouTube, vous parlez de cette chaîne, il y a 5 ans, nous avions un accord avec une chaîne de télévision pour diffuser et pour avoir notre invité politique du matin. On s'est aperçu, moi j'ai eu beaucoup d'expériences, que ce soit à France Info, à BFM, à Europe, où j'ai connu toutes ces expériences de radio filmée, radio télévisée. J'y reviendrai en fait sur la distinction dans un instant. Et on s'est aperçu que c'était quand même le média télé qui, dans ces conditions, était dominant. Et ce n'était pas la radio qui était retenue. D'où la volonté ensuite de rompre avec cette télé pour avoir notre propre invité, pour pouvoir l'utiliser par la suite, pour avoir l'image de Sud Radio diffusée et transmise et relayée un petit peu partout. Nous l'avons fait avec, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réseaux français. On a travaillé avec Dailymotion. On est allé ensuite vers YouTube et Facebook Live pour avoir effectivement de la vidéo en direct aussi. Et ce qui nous a permis de gagner énormément ces derniers mois. Alors, vous dites, c'est vrai, en l'espace d'un an, vous avez gagné énormément. On a gagné énormément parce qu'on a changé aussi. À la faveur du confinement, les auditeurs, qui étaient aussi parfois des téléspectateurs, avaient besoin de proximité. Et dans la façon de filmer, on a changé. Je me suis inspiré de ce que j'ai fait quand j'étais à BFM TV, où Hervé, c'est ce qu'il continue de pratiquer, c'est-à-dire le plein écran. On est en zoom sur le présentateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chaînes d'infos, finalement, elles font de la radio avant tout. Elles ne font pas de la télé en tant que telle, sauf quand elles ont beaucoup de reportages. Mais quand il y a énormément de débats, c'est de la radio. Donc on a fait la même chose. On a adopté les mêmes plans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne filme plus l'ensemble en fait du studio. On est focus sur les invités et sur les présentateurs. Et du coup, ça réduit un petit peu la distance entre l'auditeur téléspectateur qui peut nous voir et puis nous-mêmes et les intervenants. Et à la faveur de cette petite technique qu'on a mis en place avec de la réalisation automatique, eh bien aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est en forte progression, beaucoup plus sur le numérique que sur les fréquences traditionnelles, même si aujourd'hui on a une progression assez phénoménale. Et puis vous saucissonnez beaucoup la vidéo que vous dispatchez ensuite sur l'ensemble en fait des réseaux, ouais. Sur l'ensemble des réseaux, Twitter. On a commencé beaucoup par Twitter. C'est quoi? Vous êtes à la recherche de la petite phrase du matin? Non, 30 secondes. Nous sommes à la recherche en fait de la promotion. La meilleure publicité, elle passe par des extraits en fait de votre antenne qui va être diffusé, relayé. Alors parfois, évidemment, ça peut être un mauvais escient, hein, bien sûr, mais globalement, ça va nous permettre de relayer, de faire parler de cette chaîne qui, encore une fois, je le disais, n'est pas sur tout le territoire. Donc nous, aujourd'hui, on a des auditeurs en Bretagne, on a des auditeurs en Normandie, dans le Nord, en Alsace, alors via un peu le TAB, mais via surtout l'ensemble en fait du numérique et notamment la chaîne YouTube. Est-ce que pour aller plus loin dans votre démarche, Patrick Roger, le Graal, l'Eldorado, c'est pas d'être repris par une chaîne de télévision, France 2, TF1, pour un passage dans le journal de 20h, 13h, j'en sais rien. Pour les invités politiques notamment, voilà. Oui, nous sommes quotidiennement repris par beaucoup de chaînes avec l'invité politique. Et c'est vrai que s'il n'était pas filmé, il ne serait pas repris. Alors, il n'a pas la même qualité tout de même que ce qu'on peut avoir sur d'autres chaînes, même si aujourd'hui on est monté en gamme, on a amélioré notre qualité. Mais l'objectif n'est pas là d'ailleurs. L'objectif est d'être avant tout visible et d'être capable d'exploiter. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne va pas chercher la qualité. C'est pour ça que je voulais faire, juste si vous me permettez, une petite distinction entre ce qu'est la radio filmée et la radio télévisée. Pour moi, la radio filmée, eh bien, on l'adapte, la radio, à une diffusion. Mais c'est avant tout de la radio. Depuis quelques années, ce qui se fait aujourd'hui aussi, c'est qu'on a de la radio télévisée qui est ensuite adaptée à la radio, hein, sur certaines chaînes qui le font. Et ce n'est pas la même chose d'ailleurs. Quand vous écoutez, il y a toujours une différence parce que la radio, elle est différente quand on parle dans un micro à la radio, quand on parle dans un micro à la télévision, on n'en parle pas avec le même enthousiasme. Je vais vous faire une petite, si vous me permettez encore 30 secondes, une petite anecdote. Il y a quelques années, quand je dirigeais Europe, on a recruté un présentateur qui venait de la télévision. On a fait un test, un petit pilote en fait avec lui pendant 1 heure et en sortant, il m'a dit « Oula, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas ». Pourquoi ? Parce que
En radio, évidemment, on est, comme on le dit de façon un peu triviale, des bouffeurs de micro. On mange le micro, c'est-à-dire qu'on doit être très présent, enthousiasme, dynamisme pour accompagner et interpeller en permanence l'auditeur. Sinon, ça ne marche pas. En télé, nous sommes beaucoup plus passifs. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Actif d'un côté à la radio et passif beaucoup plus en télévision. Il s'est adapté, je vous rassure, et il a bien fonctionné et il continue de bien marcher. Ouais, là, ici, tout le monde s'adapte. La preuve, c'est qu'il y a 1, 2, il va y avoir 3 caméras et on s'en rend même plus compte. Voilà. Alors, on va interroger Régis Ravanas et on va lui demander si la radio doit être obligatoirement filmée. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick il y a quelques instants, vous filmez la radio un peu différemment parce qu'il y a même une matinale, c'est la matinale de RTL2, qui est simultanément diffusée, alors sur une chaîne de télévision du groupe cette fois-ci, c'est W9, c'est ça? Oui, absolument. Alors, est-ce que vous êtes globalement satisfait de cette opération ou est-ce que ça demande des efforts, notamment peut-être sur le plan technique, mais plus encore pour animer une matinale, ça doit être déjà complexe, et en plus c'est animé pour des gens qui sont probablement à cette heure-ci, j'imagine, chez eux sur un canapé devant leur poste de télévision, ça doit être d'autant plus compliqué, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Mais pour faire un petit pas de recul, pour prendre un peu de recul, si vous voulez, je crois que, pour revenir un peu, et puis je vais un peu paraphraser ce que disaient mes camarades, mais il y a 3 enjeux entre l'image, enfin cette relation entre l'image et la radio, et ce dont vous parliez, c'est un des enjeux, mais c'est sans doute pas le principal. Le premier enjeu, c'est de se dire que la radio, elle a toujours cherché à se diffuser davantage, ça a été les grandes ondes, puis la FM, le digital, et puis aujourd'hui, pourquoi pas la vidéo. Mais ça, en termes d'audience, donc la radio filmée, de notre perspective, c'est pas un gros enjeu, c'est pas vraiment un enjeu. En revanche, comme le disait Sybille, pour ce qui est de la promotion, l'image, elle est essentielle, mais elle l'a toujours été au fond. On faisait de l'affichage, on en fait toujours, on publiait des pages de publicité dans la presse, on utilisait la télévision, le cinéma. Donc aujourd'hui, il y a une extension qui est digitale avec les réseaux sociaux notamment qui nous permettent de voyager encore davantage. Et ça, c'est essentiel pour nos radios. C'est ce qui nous permet de promouvoir nos antennes, nos marques, etc. Et puis après, il y a ce que tu disais, Patrick, c'est des émissions de télévision qui viennent de la radio, ou le cas échéant inversement. Ça, de notre perspective, il peut y avoir des alignements d'étoiles qui le permettent, mais ça reste quand même marginal. Quand on regarde ce qui se fait, alors c'est notre perspective, parce que mon camarade Hervé a montré que ça pouvait être très important, et le groupe Altis s'est un peu construit là-dessus, mais je te laisserai en parler. Là, je donne une vision du groupe M6. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe, ce sont davantage des émissions puissantes de radio qui vont dans des cases peu exposées de télévision. Si je prends notre exemple, on a une émission, celle de, comme vous en parliez, du double expresso de RTL2 qui est sur W9, mais c'est une case peu exposée pour W9. C'est le matin de W9, c'est le prime time de RTL2. Et lorsqu'il y a des émissions qui sont sur des cases exposées, généralement, ce sont des chaînes qui ont de moindre importance en termes d'audience. Par exemple, ça fait 40 ans que les grosses têtes sont diffusées sur Paris Première, mais c'est du prime time, mais c'est une chaîne qui a peu d'audience. De là à faire une émission de radio en prime time sur la télévision, ça c'est quand même un autre enjeu. Ou alors ça s'appelle Les grosses têtes sur France 2, mais ça n'est pas de la radio, c'est une production de télévision, ça n'a rien à voir en fait. Vous avez essayé avec Julien Courbet sur M6, oui, sur M6, oui, et on est content du résultat. Mais encore une fois, c'est un alignement d'étoiles. M6 cherchait une émission incarnée le matin, il se trouve que la ligne éditoriale de l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet correspondait, et que c'était des horaires qui fonctionnaient dans les deux cas. Il faut vraiment, encore une fois, beaucoup de chance pour que ça puisse fonctionner. Et ça n'a pas été simple parce que, alors il se trouve qu'on est heureux aujourd'hui du résultat, mais il y a des règles pour que ça fonctionne. Une des règles, c'est de respecter les lignes éditoriales. Sinon, on fait n'importe quoi et on se plante. Et l'autre règle, me semble-t-il, c'est que c'est plutôt un voyage de la radio vers la télévision que l'inverse. Il faut que le son prime. Ça revient un peu à ce que tu disais. Julien Courbet, c'est un micro RTL et il fait de la radio. C'est un son radio d'ailleurs. Le son radio et le son télévision n'est pas le même. Et puis c'est une équipe éditoriale, donc le contenu qui est une équipe radio. On a essayé de faire fonctionner une équipe éditoriale radio et une équipe éditoriale télévision, ça n'a pas marché.
Donc on a tâtonné, on a expérimenté, comme tu le fais, Sybille. Et ce qui nous a paru le plus simple finalement, c'est vraiment de garder un corpus radio qu'on habille en télévision. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne. Alors, on va aller chez Altis Media, notamment sur RMC en particulier, voir comment tout cela est décliné là-bas. Hervé, vous avez déjà une longue expérience sur ces outils-là. Globalement, ça vous a permis, certes, de quantifier celles et ceux qui écoutent et regardent simultanément, mais aussi, est-ce que le bout du bout, c'est pas non plus d'arriver non seulement à quantifier, mais à promouvoir aussi le programme, à engager une autre audience. C'est quand même ça, la stratégie, votre stratégie, j'imagine. Alors, la particularité du groupe Altis Media, ex-Next Radio TV, et je le dis avec plaisir devant Franck Lanoux, qui en est à l'initiative avec Alain Veil, c'est d'avoir choisi, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, de penser que ce n'était pas l'image ou le son, mais l'image et le son. Et très rapidement, avec une première expérience qui a été menée en 2007 avec l'interview politique de 8h30, donc de RMC, qui a été mise à la télévision sur BFM TV. L'idée a été évidemment de permettre à BFM TV à l'époque de trouver une large exposition qu'elle a trouvée depuis, et de permettre aux Français de choisir leur moment et leurs médias, c'est-à-dire s'ils sont dans la voiture le matin, d'écouter l'interview politique à la radio, bien sûr, mais s'ils sont chez eux, de pouvoir se mettre devant la télévision. Mais avec un choix qui est important, qui tranche avec d'autres choix effectués ici, c'est que on n'a pas filmé de la radio, on a basculé de la radio dans des studios de télévision. Ça a été fait pour l'interview de 8h30 à l'époque, et depuis, ça a été très très largement développé dans notre groupe, puisqu'aujourd'hui, l'antenne de RMC se décline de 6h du matin à 15h sur la chaîne RMC Story, mais dans un plateau de télévision, que la matinale de BFM Business étant d'ailleurs en permanence une radio et une télé et une plateforme digitale à la fois, et bien tout cela se fait dans un studio de télévision, ce qui donne un confort visuel évidemment aux téléspectateurs qui est très différent de celui que l'on a quand on regarde un studio radio aussi beau soit-il. Est-ce que ça a changé la façon de faire de la radio, de celles et ceux qui la font justement entre 6h et 15h? Je crois que j'avais noté Apolline Matin, Les Grandes Gueules et Estelle Midi, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça a changé leur façon d'être aussi? Alors évidemment, ça complique leur tâche déjà, parce que voilà, ils font chez nous vraiment de la télé et de la radio à la fois. Donc, c'est une prouesse. Évidemment, c'est une exigence supplémentaire pour eux. L'exigence aussi, c'est évidemment, puisque c'est notre question ce matin, de ne jamais dénaturer la radio, parce qu'on connaît la télévision, elle aspire, elle prend la lumière, et très vite, les journalistes qui se retrouvent dans un plateau télé à faire une émission de télé peuvent oublier qu'ils font aussi de la radio. Ça veut dire qu'en fermant les yeux devant RMC Story, je peux redevenir en un instant un auditeur de RMC. C'est notre objectif, voilà. C'est pas toujours simple, hein, il faut bien le dire, pour les raisons que... Est-ce que vous avez l'impression que le groupe a fait sauter les barrières, la frontière entre l'image et la radio? Oui, je pense, oui. Avec encore une fois cette volonté que nous travaillons au quotidien d'offrir ce choix en permanence, qui maintenant est un choix qui va plus loin, puisque le digital a pris prend toute sa part évidemment là-dedans, et qu'avec la découpe justement d'extraits de ces émissions, on offre aujourd'hui aux téléspectateurs, enfin aux internautes, de regarder des séquences qui sont de véritables séquences de télévision. Mais encore une fois, aujourd'hui, pour revenir aux émissions de RMC Story entre 6h et 15h... c'est 2,2 millions de spectateurs, c'est oui, ça, hein? Mais la radio pèse encore pour 75% de l'audience et la télévision pour 25% de l'audience. Il y a des courbes qui vont se croiser à un moment donné ou pas? Je ne sais pas, je ne l'espère pas pour la radio d'ailleurs, mais je veux dire, la difficulté est celle que je vous exposais à l'instant, c'est-à-dire que il faut rappeler aux journalistes, aux animateurs, aux présentateurs qu'ils sont d'abord, ils travaillent d'abord pour la radio,
qui pèsent donc 3/4 de leur audience, et ensuite aussi pour la télé. Et il faut leur expliquer ça alors qu'ils sont tous les jours dans des studios télé. Ouais. À Radio France, Sybille Veil, vous réfléchissez à d'autres solutions pour peut-être la prochaine rentrée. Alors avec Jean-Emmanuel Casalta, tout à l'heure, on abordait les matinales filmées qui se développent sur le territoire métropolitain. Est-ce qu'on peut envisager une matinale filmée pour FIP, Move, pour d'autres stations du groupe, ou est-ce que vous avez d'autres projets qui pourraient s'articuler à la prochaine rentrée autour de l'image ? Sur ce qui a été dit avant, je pense qu'on voit bien qu'on a tous développé 2 modes d'utilisation de l'image, à la fois un mode de marketing éditorial pour pousser nos contenus radio sur les réseaux sociaux, là où aujourd'hui le public et notre public est le plus souvent et de plus en plus sur Internet, avec des courtes vidéos qui permettent de montrer les temps un peu forts de nos antennes. Et je pense qu'on l'a tous développé assez massivement ces dernières années. Et je pense que c'est vraiment à distinguer de l'autre enjeu dont vient de parler très bien Hervé Bérou, avec un vrai succès, à savoir faire de la radio et de la télévision avec en respectant les logiques des 2 médias. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Nous, on le fait sur France Info sur les temps les plus forts. Et je pense que ça a été très bien dit. Il faut que ce soit des émissions plutôt très fortes, très puissantes, parce que derrière, ça nécessite d'y mettre les moyens de la télévision, qui ne sont pas du tout de même ampleur que les moyens de la radio. Quand on regarde économiquement ce que ça représente, la radio est un média qui est quand même agile, assez modeste. Quand vous y mettez les moyens de la télévision pour faire de l'image de qualité et de l'image broadcast, on change de standard et en réalité, on change d'univers, on change de média. Donc, c'est absolument autre chose. Donc, il faut le faire pour des émissions qui ont vraiment la puissance pour être filmées. Ce qu'on a fait avec succès pour la matinale de France Info, parce que je pense que ça contribue à 2 choses. Ça contribue à faire venir certains invités qui sont contents d'être diffusés en radio et en télévision. Ça contribue aussi à faire en sorte que sur un même programme, on démultiplie l'audience avec en fait un coût de production qui est moindre que si la télévision devait recréer une émission en tant que telle. Donc je pense que derrière, il y a une logique économique en réalité profonde, notamment pour les médias qui peuvent, au travers de la recette publicitaire, en faire un vrai modèle économique. Nous, on est dans une logique où on essaie de le faire quand ça peut augmenter la puissance de nos émissions. Et sur France Bleu, on l'a développé. Progressivement, on veut le faire dans les 44 stations locales, filmer les 44 matinales de France Bleu. Parce que ça nous permet aussi de faire connaître les matinales de France Bleu, qui sont des matinales très riches d'informations. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur France 3, leur diffusion a permis d'augmenter la part d'audience le matin de France 3 sur cette tranche-là, avec un programme qui est très différent de ce qui existait avant, mais c'est un programme d'information qui est riche, et donc ça permet d'avoir une exposition qui a aussi du sens pour la télévision France 3, qui se régionalise progressivement. Donc là, ça a vraiment du sens, mais je pense qu'il faut prendre en compte l'enjeu économique qu'il y a derrière. Quel est l'enjeu pour la télévision? Nous, pour le média radio, c'est avant tout une logique d'image. C'est comment est-ce qu'on fait connaître nos animateurs, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit des incarnations qui passent dans un autre monde, qui a un monde de plus forte notoriété, qui est quand même le monde de l'image et de la télévision. Donc ça accompagne cette stratégie-là de renforcement de la notoriété de nos incarnations. Pour l'instant, on reste quand même concentré sur le fait que là où on a le plus de succès, le plus d'avenir, c'est en modernisant le format et en innovant éditorialement sur le contenu de nos radios. Et je pense que ce qui a beaucoup joué dans les succès de Radio France ces dernières années, c'est vraiment d'innover dans la manière dont on fait la radio, en étant dans les codes plus modernes, c'est-à-dire une radio qui est chaleureuse, où il y a beaucoup de connivence. Moi, j'étais très frappé là ces dernières années quand on regarde aux États-Unis, le marché de la radio et de l'audio est en pleine croissance. Quand on regarde l'explosion de l'écoute des podcasts, la présence des enceintes connectées dans les foyers américains, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Donc, on a quand même un avenir dans le développement de l'audio, des podcasts, de l'écoute en replay de nos émissions,
dans tout ce qu'on appelle l'audio digital qui est considérable. Et je pense que cet enjeu-là de développement, on doit le pousser, on doit s'y concentrer. Et l'image, comme dans les autres groupes, on l'utilise pour pousser nos contenus, pousser nos incarnations, pousser nos marques. Mais il faut qu'on sache aussi faire évoluer le contenu de ce qu'on fait et notre média en tant que tel, qui est un beau média. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit Pierre Bélanger, qui était très fort. C'est un média qui est un média en soi, qui a sa spécificité. Il faut savoir la garder et la travailler. Vous vous surprenez des fois à regarder une émission de radio chez vous quand vous êtes en vacances, vous dites tiens, je regarde plutôt une émission de radio au lieu de l'écouter. Je n'ai jamais regardé une émission radio, je regarde les vidéos qu'on diffuse. Par contre, le média radio, c'est un média qui accompagne. Et dans la manière d'ailleurs dont les émissions sont construites, on peut pas faire deux choses à la fois. C'est un usage, je pense vraiment que c'est un usage différent. Et je vais insister dessus parce que Spotify ne s'est pas marié avec Netflix. C'est deux usages différents, c'est des plateformes différentes. Pourquoi ? Parce que dans la voiture, vous ne regardez pas une série télévisée, vous restez concentré sur votre volant. Et quand on en discute avec les constructeurs automobiles, ils vous disent que la voiture autonome, c'est pas pour tout de suite. De même que dans votre canapé, vous n'allez pas regarder la télévision sur votre écran télévisé. Ce sont des usages différents. Et je pense que le seul moment où vraiment ça se recoupe, c'est dans les nouveaux formats qu'on retrouve beaucoup sur Internet, ces vidéos très courtes qui sont un usage très fort chez les jeunes, ce qu'on appelle le snacking. Et là, en revanche, les deux se croisent et nous, on a tout intérêt à en faire un levier de promotion de ce qu'on fait. Mais ce sont des usages très différents. Encore une fois, Spotify et Netflix, c'est deux plateformes différentes et personne ne regarde Spotify sur son écran de télévision. Katia Sanero, vous êtes co-directrice de Louis Média, co-directrice associée de C'est général. Vous êtes aussi la vice-présidente du PIA. C'est l'acronyme de producteurs de syndicat des producteurs indépendants de l'audio. Donc, je représente aujourd'hui l'ensemble quasi complet des studios de production indépendante de podcasts et de podcasts natifs. Donc. Katia, vous êtes pour ou contre la radio filmée ? Pour, contre ? Alors, en fait, depuis tout à l'heure, on entend parler uniquement d'images au sens de vidéo. Ouais. On n'a pas parlé d'images au sens d'imaginaire. Donc, moi, j'ai envie de répondre à la question de cette table ronde en disant l'avenir de l'audio, elle passe par l'image. Mais est-ce qu'elle passe par la vidéo ? Pas forcément. Est-ce qu'elle passe par le développement de l'imaginaire ? Vous parliez du développement des podcasts américains notamment. Ils ont bien compris ce qu'attendaient aujourd'hui les auditeurs. Et c'est ce qu'on développe et c'est ce qui aujourd'hui a pris une place considérable dans le marché du podcast natif. Est-ce qu'on peut encore continuer à écouter de la radio sans la regarder ? Je vais poser la question autrement. Bien sûr, plus que jamais. Plus que jamais. Par contre, voilà, moi j'aimerais bien aujourd'hui… Plutôt contre l'image. Non, je pense juste que je pense qu'il faut se remettre sur les fondamentaux de pourquoi on écoute aujourd'hui quelque chose plutôt que de le regarder. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire advenir l'image par l'écriture. Comme ça, on n'a pas besoin de la regarder. Et l'écriture est suffisamment forte pour que l'audio suffise et qu'on n'a pas besoin de plaquer une image prétexte par-dessus. Si une télévision ou une radio, mais pour le coup ici, une télévision vous propose d'adapter un podcast donc en télé, ça se fait. Ça commence à se faire. Alors, ça commence. C'est pas une question saugrenue quand même. Ça commence, mais c'est là où il faut réfléchir au format. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des formats live, des formats talk, et là, pour le coup, ça peut être une évidence. Donc, si une chaîne de télévision vous proposerait d'adapter un podcast à la télévision, ce sera très bien pour l'essor du podcast natif en France parce qu'on a encore beaucoup de gens à faire venir sur ce marché. La question, c'est de savoir si l'image dénaturerait finalement la philosophie, l'histoire. Ça n'aurait pas de sens de le faire autrement que par de l'illustration, par exemple. Ou par de la fiction. D'ailleurs, les grands podcasts américains qui sont aujourd'hui adaptés, elles le sont d'ailleurs principalement par des plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime ou Disney. Et pourtant, c'est paradoxal parce que j'ai remarqué que Louis Média se servait beaucoup de vidéos pour teaser ses podcasts. Un peu quand même. Alors, dans une logique de teasing, sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, mais nous, on utilise majoritairement l'illustration. On va pas mettre en avant des photos. On veut pas nuire à cet imaginaire-là, qui est vraiment le cœur de notre savoir-faire et ce qui est essentiel pour nous dans cette offre de podcast natif. Accoler trop d'images, c'est justement empêcher cette capacité de projection de l'auditeur. Pierre Bélanger, est-ce que l'émission Planète Rap aurait eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui si elle n'avait pas été proposée également en ligne sur YouTube ? Ou elle connaît un succès Oui, parce qu'elle était déjà
enfin Skyrock est première radio de France enfin généralement, hein, jusqu'au prochain sondage, mais enfin en tous les cas, on est toujours première radio de France 20h à minuit. Donc on l'était avant ce développement de la vidéo. Ce que la vidéo permet, c'est de montrer une sorte d'effervescence qu'on ne pouvait pas forcément entendre. En tous les cas, le studio de Planète Rap, c'est un studio où il peut y avoir 50 à 60 personnes au même moment dans une ambiance extraordinaire. Et le fait de le voir rajoute bien sûr quelque chose. Alors maintenant, il faut bien savoir que souvent Planète Rap, sur YouTube ou sur d'autres plateformes vidéo, est écouté comme de la radio. Parce que parlons des auditeurs, ou en tous les cas, parlons des utilisateurs, des spectateurs, etc. Ils ont la totale liberté de regarder une vidéo sans mettre le son. D'ailleurs, de plus en plus, les vidéos sont sous-titrées. Donc, on peut tout à fait avoir cette sorte, retourner au cinéma muet parce qu'on en a envie et parce que parallèlement, on écoute la radio et qu'on regarde des images sous-titrées, ou bien simplement faire une playlist sur une plateforme vidéo et écouter tous les morceaux à la suite. En fait, les auditeurs, les spectateurs, nous, on a une totale liberté d'utilisation. Et c'est phénoménal de voir d'ailleurs que les médias de flux, puisque nous parlions chacun de la manière dont on segmentait nos contenus. Le seul média de flux qui a une pertinence dans le futur, c'est la radio. Puisque la télévision, de plus en plus, va s'écouter, enfin se consommer à la carte, par segment, au choix, alors que quand on regarde, et on a parlé de Spotify, donc, regardez comment ces plateformes se sont développées, elles proposent toutes la même chose au même prix, commence à faire des playlists. Ces playlists, elles sont finalement toutes les mêmes. Alors, on commence avec le jazz, on finit par la playlist pour passer l'aspirateur. Mais au final, cette segmentation conduit à une homogénéité. Et à un moment donné, ils se disent « Oh là là, on est tous pareils au même prix. Il y en a qui perdent de l'argent, d'autres non. Non, on en perd tous. Ah bon, bah quand même, ça en fait encore un point commun. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va faire des podcasts. Ah bah oui, alors ça c'est génial, on va faire des podcasts. Mais si les podcasts, ce serait pas mal qu'il y ait des personnalités quand même. Ah oui, il va mettre des personnalités. Ah, ça c'est pas mal, oui. Mais si on faisait des podcasts avec des personnalités en direct, bon, donc les gens réinventent la radio pour se différencier. C'est pour ça que la radio est le futur du streaming. C'est pour ça que la radio qu'on fait est absolument magique. Regardez un autre exemple dans les films, les films d'animation en images de synthèse. La fumée, la fourrure, la mer, la forêt, parfait. L'œil complètement, on est incapable de faire la différence. La voix. Alors, on peut toujours faire bifurquer à gauche, mais la voix, c'est toujours des acteurs. Il y a une incapacité de la machine à reproduire la sensibilité de la voix humaine. Regardez ensuite tous les progrès de la télévision pour faire des images 4K, 5K, enfin tous les cas qu'on veut. Bon, mais la radio, déjà, on a une stéréo, on a une définition du son, la tessiture, la profondeur de la voix. On est déjà beaucoup plus loin avec l'audio que la télévision. La télévision, c'est des images toutes plates, avec des gens, même si on se rapproche, on voit des points, même en Retina Display. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'audio qui domine. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on a une puissance avec l'audio qui est un média qui ne se démode pas, parce que j'entendais les phrases parfois, j'ai l'impression qu'on est dans un EHPAD quand on est dans ces réunions, parce que « Ah, tu te souviens, la radio, c'était bien, tu te souviens ?» Bon, non, la radio, c'est génial maintenant. Non, mais c'est pas ça, mais est-ce que c'est pas une opportunité pour aller chercher le jeune public là où il est et le ramener vers justement ce que vous préconisez? Écoutez, la radio, la vraie, celle qui dégage un peu de magie, du plaisir, du bonheur. Oui, mais le jeune public, c'est nous déjà ici. Ce jeune public, ces publics, moi je ne fais pas tellement de différence entre plus jeunes et moins jeunes. Ce que je constate, c'est qu'il y a des époques et des moments de consommation. Quand vous regardez aujourd'hui des gens très âgés de plus de 50 ans, quand vous regardez ces gens donc qui étaient il y a 50 ans en bout de course, qui sont aujourd'hui en début de vie, quand vous regardez ces gens, ils ont une pratique qui est une pratique d'ado. Je veux dire, nous nous comportons aujourd'hui à plus de 50 ans comme des ados pour des gens qui en ont 80.
Bon, donc, et pour des gens de plus de 50 ans d'il y a 20 ans. Donc moi, je ne crois pas du tout à ces histoires d'âge. Ce que je vois simplement, c'est qu'on doit s'adapter à l'époque, on doit s'adapter au moment. Et même, la seule manière de s'adapter pour pas être en retard, c'est d'être en avance. C'est ce qu'on essaye de tous faire autour de la table ici. Bon, et tout le public qui est là. Donc, être en avance. Être en avance, ça veut dire qu'on sait qu'on va avoir une recherche du son. Maintenant, vous écoutez une playlist sur Spotify ou sur Deezer ou autre. Bon, bah vous emmerdez très vite en fait. Il se passe rien. C'est-à-dire vous êtes dans une sorte d'un truc, c'est une sorte de galerie marchande, audio, c'est sympa, etc. Quand il y a quelqu'un qui vous parle, quand il y a quelqu'un qui vous excite, quand il y a quelqu'un qui met de la passion, ça change tout en fait. C'est pour ça que je reviens sur cette présence audio. C'est la puissance de la radio. Les yeux sont libres. Il y a des écrans partout et vos yeux sont libres et vous pouvez écouter ce que vous voulez. Bon, moi, je trouve que la radio, c'est absolument génial, en fait. Régis Ravanas, en écoutant les animateurs et les journalistes qui travaillent pour vous. Et pour aller dans le prolongement de Pierre Bélanger, Régis Ravanas, lorsque vous écoutez des journalistes et des animateurs qui travaillent pour vous, est-ce que vous avez vu évoluer ces dernières années une façon de faire ? Une façon de faire de la radio, une façon de parler, une façon de choisir des mots, une façon de se mouvoir devant un micro, à cause ou grâce à la caméra? Moi, je crois justement qu'il ne faut surtout pas être défocusé de l'essentiel qui est le son. On a un cas particulier qui est Julien Courbet, qui effectivement fait bouger un petit peu sa façon de faire, mais il reste focusé sur l'audio. Et je crois qu'il faut que ce soit focusé sur l'audio, y compris pour les gens qu'on accueille. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accueille un invité? C'est important, les invités, pour nous. Ça fait vivre aussi nos émissions. Et ces invités, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être en télévision. Lorsqu'un invité est accueilli en télévision, il a, dès qu'il arrive, en fait, une pression. La pression, il passe déjà 20 minutes au maquillage. Ensuite, il voit tout le dispositif technique qui est gigantesque et qui lui met, encore une fois, la pression. Il a la trouille d'avoir une tache sur sa veste. Si Pierre Bélanger est invité à la matinale de RTL, libre, par exemple, il peut refuser d'être filmé? Oh, écoutez, il peut refuser, ça arrive jamais. Mais pour Pierre, on fera une exception. Mais si vous voulez, pour aller jusqu'au bout de ça, c'est vraiment important. Regardez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Quotidien reprend tous les soirs des moments de radio, des matinales de France Inter ou de Sud Radio ou de chez nous? Parce qu'il se passe quelque chose de particulier, de particulièrement fort. Parce que ces invités n'ont pas la pression de l'image. Ils ont une vérité, une liberté qui est très supérieure. Donc ça, il ne faut pas le perdre. Et pour ça, il ne faut justement pas que... Moi, je pense que l'image est importante, attention, mais il ne faut pas que nos invités, que nos animateurs aient la pression de l'image. Ça me paraît très important. Donc la réponse, c'est non. Moi, je ne veux pas que mes animateurs aient une pression de l'image et qu'ils changent leur focusing, pour parler bien français, d'ailleurs c'est même pas anglais, leur focus, il faut qu'il soit absolument sur la qualité du voyage qu'ils proposent à l'auditeur, que ce soit de la musique, que ce soit de l'information ou du récit. Patrick Roget, ça a changé votre façon de faire? Non, pas vraiment, parce qu'on s'est adapté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont beaucoup les télévisions qui se sont adaptées récemment au modèle radio, en faisant exactement la même chose. Je parlais des chaînes d'infos qui ont un succès phénoménal. Elles font ça. Elles font parce que la radio, on est bien d'accord, ça s'entend. La télé, ça se voit. Bon, parfois, vous pouvez faire de la télé uniquement en l'entendant sans regarder les images. La radio, et c'est pour ça que le débit et le récit, en fait, par un présentateur doit être un petit peu quand même différent, parce qu'il doit être capable de mettre des images, d'interpeller, bien sûr, l'auditeur pour capter son attention. Une chose qui est fondamentale quand même, qu'il ne faut pas oublier, ce sont les contenus. Moi, je suis persuadé que la radio a de l'avenir grâce au contenu. J'ai plus de doutes par rapport à la musique, mais derrière la musique, on peut apporter en fait de nouveaux contenus aujourd'hui. Mais incontestablement, c'est ce qui permet de se développer. Et nous, si on s'est développé, c'est parce qu'on a fait ce choix d'avoir des contenus qui sont forts et identifiants. Deuxième chose, par rapport à ce que disait Pierre Bélanger en fait tout à l'heure, c'est vrai, nous sommes jeunes à 50 ans, évidemment, bien sûr, et il y a aujourd'hui 20 millions de retraités en France, et il y en aura 25 à 30 millions. Donc ils écouteront toujours peut-être de la même manière la radio, et puis ils se sont adaptés au mode de consommation. Mais les jeunes, quand vous allez voir des ados, ils n'écoutent plus la radio de façon traditionnelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage forcément beaucoup de jeunes, des ados, ils ne le font pas. En revanche, ils viennent à la radio à travers ces fameux extraits
tiens, j'ai écouté, j'ai vu sur Twitch, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu voilà ta radio ou une radio, j'ai vu tel moment, et j'y vais progressivement vers la radio. Donc c'est pour ça que c'est quand même particulièrement important, parce que sinon ils ne connaissent pas, ils ne connaîtront pas beaucoup cet univers. D'autant que l'univers de la radio, mais quand heureusement ça progresse beaucoup, mais quand vous leur mettez l'autoradio en fait et que ça crachote, etc. dans la voiture, ils vous disent mais c'est quoi ça, alors qu'aujourd'hui ils sont habitués à une qualité de son exceptionnelle. Donc ça c'est primordial. C'est pour ça qu'il faut moderniser absolument notre système de diffusion. Et puis il y a un autre point. On parlera demain de cette problématique sonore. En effet, c'est les jeunes qui fondamental. sont habitués à des supports numériques. Il y a 3 champs aujourd'hui. Il y a le champ de la radio télévisée et adaptée, comme on le fait dans le groupe Altis, de façon effectivement remarquable et professionnelle. Ça, c'est une chose. Donc, on n'est plus tout à fait dans l'univers complètement de la radio. Ensuite, il y a la radio filmée telle qu'on l'a fait aujourd'hui en proposant ça. Et cette radio filmée que l'on diffuse via des réseaux sociaux, là, comme Pierre Bélanger le disait tout à l'heure, on perd une forme d'indépendance parce qu'on dépend beaucoup des GAFA. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et vous parliez de YouTube tout à l'heure. On ne diffuse pas en direct, nous, sur YouTube. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, il y a une charte. Une charte qui est quand même avec beaucoup de règles en fait à respecter, et vous pouvez être pénalisé et on peut suspendre votre chaîne. C'est très fragile. C'est pour ça que l'indépendance de la diffusion à travers la FM ou le DAB, c'est capital. Sinon, tout sera aux mains des opérateurs. Ils ont envie de vous couper le sifflet, ils vous coupent le sifflet en fait très vite, quoi. Hervé Bérou, est-ce qu'on peut additionner les différentes audiences qui sont générées via ces différents supports et en faire une méga audience? Est-ce que c'est ce que vous faites, vous? Alors, on ne peut pas les additionner, mais on peut les superposer. On peut regarder combien de personnes écoutent la radio, combien de personnes regardent la télévision. Demain, il y aura la supra, ultra, super, méga étude qui proposera justement un panorama de l'ensemble des audiences générées par une marque. En tout cas, ce serait bien en tous les cas. En termes d'études, c'est un autre sujet, mais on a du chemin à faire. Ce serait bien. Assez rapidement si possible. Mais bon, est-ce que vous avez l'impression que vos programmes radio ont gagné en notoriété, en efficacité depuis qu'ils sont filmés? Oui, clairement. Je reviens en crédibilité au projet de départ, qui était celui de l'interview de 8h30 de RMC, qui est donc passé sur BFM TV il y a 15 ans. La question qui était d'ailleurs légitime à l'époque qui s'est posée, c'était est-ce que BFM TV va aspirer l'audience de cette interview sur RMC? Or, non, le programme est devenu l'audience numéro 1 de RMC et l'audience numéro 1 de BFM TV. C'est-à-dire que les deux se sont renforcés, comme je le disais tout à l'heure. Notre conviction profonde, ce n'est pas le « ou », c'est le « et ». Et ce qui est important, parce que je partage tout ce qui a été dit sur la force de la radio, l'amour de la radio. J'ai passé 24 ans à RTL, donc voilà, j'ai aussi grandi et baigné. Je baigne toujours avec RMC et BFM Business dans la radio et j'aime le son et sa saveur, sa puissance. Et donc, notre but en faisant de la télévision et de la radio, ce n'est pas de rendre la radio soluble dans la télévision. Le meilleur exemple que je peux citer ce matin, c'est que nous avons candidaté avec le DAB+, pour lancer BFM Radio, qui est en fait la déclinaison radio de BFM TV. Parce que BFM TV, vous le verrez, vous pouvez le voir déjà en écoutant BFM Radio, ça s'écoute très bien. Tout ne s'écoute pas très bien. C'est pour ça que nous travaillons en ce moment à développer sur BFM Radio des programmes spécifiques pour les moments où l'on ne peut pas. Ils existent. Par exemple, ce matin, quand on diffuse le jubilé de la reine Elisabeth, ça s'écoute assez peu en intégralité à la radio. Donc, ces moments-là, nous travaillons à pouvoir développer des programmes radio spécifiques. Mais donc, nous avons cru que la télé pouvait aussi devenir de la radio. De la même façon, pendant la dernière élection présidentielle, sous la marque BFM TV, j'ai eu grand plaisir à lancer des podcasts audio, les Conquérants, avec Alain Duhamel, qui a raconté l'accession au pouvoir des 8 chefs de l'État de la Ve République. Nous l'avons lancé en audio, et une fois que l'audio a été largement écouté, bien, après la campagne, nous avons lancé la version vidéo, parce que nous l'avions aussi filmé, et c'était une sorte de bonus pour ceux qui avaient suivi ce programme. Est-ce que c'est une façon de gagner en crédibilité aux yeux du public aussi, le fait d'ajouter de l'image à du son? Oui, je pense aussi, oui, la crédibilité, et puis surtout… voilà, Estelle Denis, elle a son émission sur RMC, elle est diffusée sur RMC Story, c'est Canal 23.
Voilà. Est-ce que ça lui confère pas plus de crédibilité aux yeux des téléspectateurs qui sont aussi des auditeurs potentiels? Et la boucle est bouclée. Écoutez, crédibilité, je ne sais pas, c'est un jugement de valeur et je l'espère. Notoriété, Je l'espère. Notoriété, c'est sûr. Et puis encore une fois, moi, le cœur du choix, c'est le citoyen. Donc, qu'il soit à un moment donné auditeur, qu'il soit à un autre moment téléspectateur, notre objectif, c'est de lui offrir ce choix. Sybille Veil, à Radio France, on le constate depuis plusieurs mois, l'image prend de plus en plus de place. Vous avez un stock de concerts filmés complètement hallucinant via le site France Musique. Ce sont des concerts de qualité que vous stockez. Alors j'imagine qu'ils sont tellement nombreux, il y en a des dizaines. Ça exige un coût qui est important. Vous pensez monétiser tout ce que vous allez enregistrer, mettre en archivé, donc des interviews, des émissions, et probablement en créer une plateforme, une super méga plateforme de vidéos, et commercialiser tout ça auprès d'auditeurs potentiels qui voudraient revenir sur certaines émissions? Alors, ça fait effectivement plusieurs années que nous filmons. Façon de diversifier vos ressources. Ouais, je vous donne une idée. Ça fait plusieurs années qu'on nous filmons les concerts des formations symphoniques qui jouent dans l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, parce que je pense que les deux sont extrêmement liés et que notre enjeu, c'est de rendre accessible le plus largement possible les concerts qu'on y fait. Pourquoi on le fait? Pour la raison suivante, c'est que un concert qui est joué en direct devant 1500 personnes, si on peut le rendre accessible à des centaines de milliers de personnes, parce qu'il peut être écouté d'une part à la radio, parce qu'ils sont diffusés en direct tous les soirs sur France Musique, qui est donc écouté par 150 000 personnes, c'est 2 fois le Stade de France, et le fait qu'il soit aussi disponible en vidéo, on dit que c'est une manière supplémentaire de les rendre encore plus accessibles, et notre rôle de service public, c'est de rendre accessible la culture, et je pense que c'est une mission importante, et d'autant plus importante aujourd'hui, où on a un rôle de promouvoir la diversité et la visibilité de toutes les formes de musique. On le fait, et ce qu'on constate sur la vidéo, puisque c'est le centre de notre enjeu, c'est que les concerts ne se regardent pas du début à la fin. Ce qui fonctionne sur les réseaux, ce qui fonctionne d'ailleurs sur notre site, c'est les extraits. D'une part, c'est ce qui est le plus regardé. Et donc, on découpe de plus en plus ces concerts de manière à les faire connaître certains mouvements, certains passages, certaines interprétations. Et donc, c'est l'usage, et on en revient à l'usage qui est le plus important. Qu'est-ce que fait le public? Le public, il aime assister à un concert parce qu'il y a la magie du direct. Et ça restera quelque chose de très fort. L'écoute de la musique à la radio est un enjeu aussi qui est historique et qui a accompagné le développement de la radio. Nos concerts de musique symphonique, pour que ça fasse un programme qui soit regardé, il faut qu'on le fasse avec un producteur télévisé pour en faire une vraie émission produite. Et donc, un programme télévisé, ça change la nature même de ce qu'on produit. Donc, c'est encore un développement supplémentaire. La question de savoir si on va le rendre payant ou pas, c'est une question beaucoup plus large à laquelle je vais pas répondre aujourd'hui, sauf qu'on a beaucoup de questions sur le financement de l'audiovisuel qui seront traitées dans les prochaines semaines et les prochains mois, j'espère, dans des conditions positives, compte tenu de ce qu'on joue comme mission et de ce rôle, en tout cas, sur la culture et sur l'information. Je voudrais quand même rajouter 2 choses. J'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur l'adaptation des formats. Je vais prendre un exemple très intéressant qui illustre un peu ce qu'on s'est dit. Nous, on a une émission sur France Inter qui marche extrêmement bien, qui est Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Qui était adapté d'ailleurs. Justement, j'y allais venir. C'est l'un de nos plus gros succès de podcast. On a 5 millions d'écoutes chaque mois. C'est un succès en podcast qui tient à la magie de la voix de Fabrice Drouel, à l'écriture, puisque ce sont des auteurs qui écrivent et qui donc font vivre. Voilà, c'est vraiment un imaginaire et les images se développent dans les têtes de ceux qui écoutent. Et quand on veut l'adapter à la télévision, eh bien, on a reconstruit totalement. En fait, c'est bien une adaptation. L'idée est adaptée, mais c'est un format qui est très différent et ne reprend pas l'émission de la radio pour la décliner en programme télévisé. En fait, c'est réécrit. C'est 2 écritures qui sont très différentes. Et je pense que pour qu'un média réussisse, il faut vraiment que éditorialement on travaille ce qui fait son succès. Et nous, on voit que c'est pas du tout la même écriture quand on est sur la télévision et quand on est sur une émission radio.
La saison, ce sera ma dernière question, mais la saison 23-24 de Radio France sera placée sous le signe de l'image quand même, un peu. On vous l'annoncera à la rentrée. Mais ça sera avant tout sur des innovations qui concernent ce qu'on fait. L'image, encore une fois, va accompagner et pousser et faire connaître ce qu'on fait, mais elle sera surtout placée sur l'avenir de la radio, qui est pour moi aujourd'hui de l'audio. Donc elle sera placée sur l'angle de l'avenir de l'audio. Et je pense que c'est ça notre vrai enjeu, y compris la qualité de l'audio, puisqu'on a beaucoup parlé d'AV+, j'en profite pour le dire, c'est important de travailler sur la qualité sonore, et si on peut l'améliorer, c'est le meilleur enjeu pour l'avenir de notre média, qui reste avant tout un média audio. Patrick Roger, plus d'images pour la saison 23-24 et un compte YouTube, alors une chaîne, dit-on, qui va passer le cap du 1 million d'abonnés. Ah bah je ne sais pas, On vous prend le pari l'annoncez en fait. Ouais, plus d'images, j'en sais rien. On peut prendre le pari. En tout cas, le million, j'espère. Ouais. Non mais pour revenir et rebondir sur ce qui était dit quand même aussi tout à l'heure. En 20 secondes, on va conclure. Non mais l'audio reste fondamental parce qu'on peut écouter la radio différemment en faisant du sport, en faisant du jardinage, et les gens téléchargent énormément. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas perdre ça de vue quand même, et il faut rester focus sur la radio, même si l'image est un outil, c'est une arme de conquête. J'utilise en fait comme ça pour nous, pour aller chercher des auditeurs, mais ça reste pas fondamental. Une petite réflexion, parce que j'ai fait un petit sondage en ligne ce matin auprès des auditeurs pour savoir comment ils consommaient, ils écoutaient la radio aujourd'hui. Donc c'est la FM qui reste majoritaire, mais ensuite vient très vite quand même YouTube. Et YouTube, pourquoi ? Parce que en même temps, ils ont envie de voir ce qui se passe un petit peu, c'est-à-dire si on fait des grimaces derrière, en fait une interview, etc. Ils ont envie de voir, mais c'est totalement complémentaire. Et puis il y a les autres moyens de diffusion. Bon, cap sur le million en tous les cas. Je vous souhaite pour la prochaine saison, Katia Sanero, des podcasts adaptés avec des images, beaucoup d'images, tellement d'images que ça ressemblera presque à de la télévision. Des modes de narration différents. C'est vrai que nous, on a commencé à adapter les podcasts d'abord en roman, enfin en livre. C'était une adaptation qui était très évidente étant donné cette dimension d'écriture très forte. Là, on commence à s'attaquer à l'audiovisuel avec toute cette réflexion justement au niveau de l'image. L'idée, c'est de pas copier-coller, sinon on dénaturerait toute la force du podcast natif aujourd'hui. Donc, c'est vraiment réinventé, mais grâce à la force du contenu. Régis Ravanas, il y aura d'autres émissions qui vont être mises en image à la rentrée, peut-être les grosses têtes. C'est déjà à la télé, les grosses têtes. Ah ouais, d'accord, mais ça pourrait être… Plus d'émissions, s'il y a la fusion, peut-être. Mais enfin, non, ça c'est une blague. En réalité, il n'y en aura pas plus. Non, pas plus. On va rester focus sur les émissions que nous avons déjà en télévision. On est heureux et on les poursuit parce que ça marche. Mais encore une fois, je pense qu'il faut beaucoup d'étoiles alignées pour que ça fonctionne. Il n'y a pas toujours les opportunités. La force de ce qu'a fait Hervé et son équipe, et Franck qui est là, c'est qu'ils ont construit finalement. Ils sont partis de scratch. Et ça, c'est une très belle réussite. Mais lorsqu'on a des médias qui sont déjà installés avec de fortes audiences comme M6, on n'installe pas facilement une émission de radio dessus, quoi. C'est pas si simple que ça. Hervé, la prochaine saison sera placée sous le signe de l'image chez vous ? Non, comme je le disais, toujours plus de choix, de diversité. Donc, on travaille à décliner l'image en son, notamment avec BFM Radio. Bon. Pierre Bélanger, je vous sens pour terminer assez dubitatif, mais non, pas du tout. C'est l'image que vous me donnez. J'ai ce ressenti, voilà. Ah bon ? Non, moi j'ai pas l'impression d'être dubitatif parce que d'abord c'est un honneur d'être parmi vous, d'être avec des professionnels qui ont des réussites absolument exceptionnelles, chacun dans leur domaine. Donc c'est une grande fierté d'être là. Le doute, c'est quand même le moteur de la créativité, de l'innovation, de voir ce qu'il y a devant nous. Et vous m'aviez posé une question à un moment donné, est-ce qu'on peut tout filmer? Est-ce qu'on peut tout mettre? C'est une question qui est passée tout à l'heure. Eh bien non, justement. Quand Fred de Planète Rap, eh bien évidemment, il est dans son univers aussi bien dans la séquence vidéo que dans la séquence audio. Mais par exemple, Diffoul avec Radio Libre le soir, c'est une émission intime. C'est la plus grande radio libre de France tous les soirs. Mais c'est une émission intime avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et c'est un paradoxe de faire de l'intimité partagée avec temps. Mais c'est la voix qui le permet. Le fait de le filmer ferait complètement disparaître ce dont vous parliez, c'est-à-dire le theater of mind, le théâtre de l'esprit. J'entends quelqu'un qui parle d'un problème que j'ai.
Si je le vois, c'est son problème. Si je le vois pas, c'est le mien que je partage et ça va tout changer. Et partager des secrets, partager une intimité, se rendre compte qu'on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes petits bobos, les mêmes petits trucs, et que nos secrets sont pas si graves à partir du moment où on a tous les mêmes. Ça, c'est une magie absolue que donne l'intimité de la radio. Donc, on va filmer ce qui est spectaculaire, c'est-à-dire ce qui peut faire spectacle, un artiste, une représentation, mais on ne filmera pas ce qui est intime et ce qui est cette force du lien de la radio, c'est qu'on parle à tout le monde, mais en même temps, on parle à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'enlèvera jamais à la radio. L'avenir de la radio passe-t-il par l'image? C'est aussi à vous, à chacun d'entre nous, de répondre aussi à cette question pour apporter sa pierre à l'édifice. Les assises de la radio se poursuivent demain, vendredi. Vous retrouvez cette session comme les précédentes en ligne, en replay, comme on dit, sur les différents sites qui engagent cette fête de la radio et ces assises de la radio. Très bonne journée, vive la radio, merci. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.